Bonjour à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui ici pour faire un cours qui porte sur le 11e thème du programme de la classe de terminale, qui est la génétique. Ce cours sera présenté par moi-même, M. Cissé, professeur au lycée Babacar Kobar. Donc, pour commencer, alors nous allons faire la lecture d'abord du titre de la leçon. Le thème, c'est la génétique, mais la leçon, c'est les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. Donc, ici, nous aurons affaire avec la génétique, mais en étudiant la génétique, nous allons étudier les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. Et pour commencer, nous allons démarrer d'abord par une introduction et des définitions. Car c'est une leçon que nous voyons dans sa globalité en classe de terminale. Il y a beaucoup de notions qui seront nouvelles, raison pour laquelle il faut intégrer ces notions dans l'introduction. Et dans l'introduction, donc, nous allons aborder l'introduction par une définition d'un mot clé de la leçon, qui est la génétique. Qu'est-ce que c'est que la génétique? La génétique est une science qui étudie la transmission des caractères héréditaires. La génétique est une science qui étudie la transmission des caractères héréditaires. Et là, dans ce cas, vous voyez que il y a un autre mot qui surgit, c'est l'hérédité. L'hérédité. C'est quoi l'hérédité? C'est la transmission des caractères héréditaires des parents aux descendants. Donc, comme vous le comprenez, dans la société, vous voyez quelqu'un alors qui se ressemble à ses parents. Donc, ces ressemblances est due à quoi? Ce sont ses parents qui lui ont transmis des caractères. Alors, mais si nous parlons de toutes ces notions, alors c'est grâce à des précurseurs qui ont initié pour la première fois ce concept de la génétique et de l'hérédité. La première personne qui a étudié la génétique et les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires, c'est le moine. C'est le moine qui est un Autrichien appelé Johann Gregor Mendel, que je pense que tout le monde connaît. Alors, ce monsieur, pour comprendre les lois de la transmission des caractères héréditaires, il a abordé une méthode d'étude qui consiste tout d'abord à faire ce qu'on appelle un isolement. Et il a porté ses études sur quoi? Sur les végétaux. Et sur ces végétaux, il a travaillé sur des pois végétaux. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé des pois et maintenant ces pois semés qui germent, alors il fait de sorte que ces pois effectuent une autofécondation. C'était dans quel but? C'était dans le but d'assurer la pureté, n'est-ce pas, des parents. C'est pourquoi, alors dans un premier temps, il a suivi l'autofécondation. Après l'autofécondation maintenant, c'est-à-dire, bon, c'est résumé, mais ceci il a répété plusieurs fois pour être sûr que ces espèces alors ne présentent pas une autre carte. Et les poids qu'il a utilisés, bon, il a suivi un caractère lorsqu'il
étudier ces poids, c'est-à-dire des poids qui sont lisses et poids qui sont ridés. N'est-ce pas? Et au niveau de ces poids-là, c'est là où il a semé, effectué l'autofécondation. L'autofécondation, bon, on peut préciser un peu sur l'autofécondation. Ça consiste tout simplement que la fleur de la même plante va féconder, c'est-à-dire les étamines qui contiennent l'antère. Au niveau de l'antère, il y a ce qu'on appelle les graines de pollen. Les graines de pollen vont féconder le sac embryonnaire. Donc, une même plante. Et après, maintenant, il passe à la deuxième étape, c'est-à-dire le croisement. Il a fait le croisement. Donc, un poids qui est lisse, alors sera croisé avec un poids qui est ridé. Et ainsi, il va obtenir des résultats qu'il va interpréter. Et l'interprétation de ces résultats lui ont permis d'énoncer ce qu'on appelle des lois appelées lois de Mendel, que nous allons voir dans la suite de notre développement. Donc, voilà ce que Mendel a fait, ou bien voilà ce que Mendel vraiment a fait pour qu'on puisse comprendre aujourd'hui la génétique. Mais il n'est pas le seul à travailler sur la génétique. On peut aussi citer une autre personne qui est Morgan. Et lui, il a travaillé. Morgan, appelé Thomas Morgan. Donc, lui, monsieur, oui, c'est M. Vous avez dit Morgan. Morgan. Là-bas, au début. Voilà. Morgan. M. Vous n'avez pas ce que voilà. 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 Donc, Thomas Morgan, lui aussi, il a travaillé sur la génétique. C'est lui qui a énoncé ce qu'on appelle la base de la génétique, qui est portée sur la base de la génétique, qui est portée sur les chromosomes, qui sont les supports de la génétique. Et lui, ses travaux, donc c'est en 1910. Tout à l'heure, j'ai parlé de Morgan, de Mendel. Là, je reviens un peu sur Mendel. Lui, ses travaux, c'est en 1866. C'est en 1865 qu'il a effectué cette expérience. Et maintenant, plus tard, après, en 1910, Morgan, maintenant, alors, lui, il a travaillé sur les chromosomes qui sont les supports de l'hérédité en énonçant ce qu'on appelle la base de la génétique moderne. Donc voilà, alors deux personnes qu'on peut citer sur le concept de la génétique. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur la génétique, mais je pense que le travail effectué par ces deux sages alors nous permet de comprendre ce que c'est la génétique et de suivre maintenant la suite. Alors, dans la suite, je vous ai dit dès le début que la génétique, on peut dire que c'est un concept nouveau, raison pour laquelle il faut comprendre certaines notions pour pouvoir faire la pratique. Et ces notions génétiques, on peut retenir parmi ces notions la notion de caractère. Parce que rappelez-vous, lors de la définition, j'ai dit l'hérédité. Alors, la génétique, c'est une science de l'hérédité qui est
la transmission des caractères héréditaires. Donc ici, il faut connaître ce que c'est un caractère. Un caractère est un signe distinctif. Une marque particulière d'un organisme. Là, je vais vous demander, alors, ce monsieur-là, il est de quel teint, de quelle couleur? Par exemple, c'est pour me donner un caractère. Vous pouvez me dire que bon, c'est un monsieur de teint clair. Donc, toute autre personne de teint noir, il est exclu. Il est exclu. Raison pour laquelle donc, on dit qu'un caractère est un signe distinctif, une marque particulière d'un organisme. Et comme exemple de caractères, on peut citer la couleur, comme je l'ai dit tout à l'heure, la couleur de quoi? De la peau. Donc ça c'est pour les animaux. Bon, pour les végétaux aussi, on peut citer la couleur des fleurs ou des fruits. Donc, tout ça me permet de distinguer l'élément à étudier. Donc, voilà ce que c'est la notion de caractère. Et ça, c'est un exemple. La couleur, on peut parler aussi d'autres exemples. La forme. La forme. On donne un objet, on peut vous demander de définir la forme, par exemple. Alors, comment et quelle est la forme des graines de pois étudiées par Mendel? Vous avez vu? Alors, là, on peut préciser la nature de la forme en disant forme lisse, forme qui est ridée, etc. N'est-ce pas? Forme, on peut parler de forme ronde, forme ovale. Donc, tout ça, ce sont des exemples qu'on peut donner pour le caractère. Et que vous devez utiliser avant de continuer. Parce que si vous ne comprenez pas ce que c'est le caractère, alors vous aurez des problèmes pour la suite. Parce que ce sont ces caractères maintenant qui seront observés tout au long maintenant de la pratique. Autre notion aussi à étudier, après le caractère, oui, pour qu'on soit clair. Là, vous ne voyez pas là au milieu? Ça marche comme si vous êtes passé des fois, je ne vois pas. Pourquoi ok, donc nous prenons un peu du temps. Voilà, donc la prochaine fois, je vais mettre la suite ici et laisser là ce que j'ai développé en premier lieu. Maintenant, après le caractère, on peut définir ce que c'est un gène. Le gène, c'est une portion d'ADN. Le gène est une portion d'ADN. L'ADN, vous l'avez étudié en classe de première. De classe de la classe de première. Donc on dit que le gène est une portion d'une molécule d'ADN que vous avez étudié en classe de première et que vous avez vu aussi au niveau des chromosomes. Quand on parle de gène, est une portion d'une molécule d'ADN, acide désoxynucléique. Vous avez vu en classe de première et on avait parlé que c'est le support aussi de la génétique. Vous avez vu. Donc, voilà ce que c'est un gène. Et le gène, qui est une portion d'une molécule d'ADN, l'ADN se trouve au niveau de quoi? Des chromosomes. Donc, au niveau d'un chromosome, on trouve l'ADN. Et maintenant, on peut localiser, alors, on peut localiser le gène au niveau d'un
chromosomes. Et la région, c'est-à-dire l'emplacement du gène au niveau d'un chromosome est appelé locus. L'emplacement d'un gène au niveau d'un chromosome est appelé le locus. Et au niveau d'un chromosome ou bien d'une cellule, d'un organisme, on peut voir plusieurs types de gènes qui constituent ce qu'on appelle plusieurs types ou bien l'ensemble des gènes ou bien l'ensemble des gènes d'un organisme, alors qui peut être appelé le génome. Le génome. C'est pourquoi on dit que le génome, c'est l'ensemble des gènes portés par les chromosomes. Alors, autre notion qu'on peut définir, c'est la notion d'ARN. Alors, ce sont les deux états d'un même gène. Vous connaissez le gène. Vous déterminez l'emplacement d'un gène au niveau des chromosomes. Alors, si je fais un peu un rappel au niveau des chromosomes, si nous indiquons l'emplacement de ces gènes, par exemple, je peux noter un gène avec une lettre comme ça, que nous allons revenir sur la notation pour noter, pour indiquer le type d'ARN. Je mets G et G qui est au bout. Et au niveau du chromosome, alors, l'autre caractère qui est étudié, c'est-à-dire que l'autre allèle qui est l'allèle homologue de ce allèle est la couleur blanche. Donc, l'emplacement ou bien l'état de ces deux gènes au niveau des chromosomes, c'est ça que l'on appelle l'allèle. Raison pour laquelle on dit que les allèles, ce sont les deux états de même gène. Un allèle et une possibilité d'expression d'un gène. Et comme exemple, pour le même gène responsable de la couleur du pelage des souris, il peut exister deux allèles, l'un responsable de la couleur grise, c'est ça que je vais vous montrer ici, et l'autre responsable de la couleur blanche. Et ça c'est très important parce que ce sera encore revu dans la pratique. Maintenant, après les allèles, on peut étudier ce qu'on appelle le génome. Le génotype. Le génotype regroupe les allèles d'un gène. Le génotype, donc, on parlait de l'ensemble des allèles d'un gène. Et c'est le génotype alors qui va définir plus tard ce que l'on appelle le phénotype, qui sera le caractère apparent de l'individu. Ce qui est observable au sein de l'individu pour pouvoir distinguer l'individu. Raison pour laquelle on dit que le phénotype nous permet de distinguer, de différencier les individus et qui sont définis par le génome. Donc, monsieur, Oui. le génotype, c'est le caractère apparent de l'individu. Le génotype, c'est le phénotype. Le phénotype. Oui, c'est le caractère apparent de l'individu. Voilà. Le phénotype, caractère Apparent.
apparent de l'individu. Donc c'est ça le génome, le phénotype. Et quand on parle du génotype, c'est l'ensemble des allèles d'un gène. Et ces notions aussi nous permettent de préciser ce que l'on appelle un individu de lignée pure. Parce que, rappelez-vous, dans l'historique de la génétique mendélienne, j'ai parlé de quoi? De lignée pure. Mendel a croisé des individus de lignée pure avec ce qu'on appelle, et il les a retenus avec ce qu'on appelle l'autofécondation. D'abord, il a effectué l'autofécondation pour assurer qu'il a des individus de lignée pure. Et après maintenant, il a effectué le croisement, n'est-ce pas, de ces individus de lignée pure. Donc, je pense que maintenant, on va passer ici. C'est bon? Oui. Voilà. Alors, on parle d'individus de lignée pure, encore appelés homozygotes. Donc, disons homozygote ou lignée pure. Homozygote ou lignée pure. Un individu est dit homozygote de lignée pure ou encore homogamétique, que vous avez vu, les gamètes, vous l'avez vu dans la reproduction. La reproduction c'est l'espèce humaine, c'est les mammifères, et la reproduction chez c'est les spermophiles. Donc ça, on l'a déjà vu. Donc quand on parle homozygote ou lignée pure ou individu de lignée pure ou individu homogamétique, s'il ne donne qu'un seul type de gamète, et si son génotype est formé d'allèles identiques pour chaque caractère. Donc, individu de lignée pure a le produit qu'un seul type de gamète. Contrairement à un individu qui est hétérozygote, n'est-ce pas, ou hybride. Zygote ou hybride. Un individu hétérozygote ou hybride, c'est un individu qui donne plusieurs types de un individu qui donne plusieurs types de. Et ces notions, vous devez les intégrer tout au long du cours, car ce sont ces notions que nous allons encore utiliser. Monsieur, oui, aussi, donc un hétérozygote ou bien un individu hybride, il provient de deux parents différents, au moins par un seul ou plusieurs caractères. Oui. Bien. Un individu Hétérozygote ou hybride. Hybride, oui. Provient des parents différents, de lignée pure. De lignée, oui. Oui. D'accord. Donc, si vous faites le croisement de deux parents de lignée pure, alors les descendants, on les appelle des hybrides. Il faut que les parents soient différents. Il faut que les parents soient différents. Oui. Merci, monsieur. Voilà. Parce que si les parents ne sont pas différents, vous réalisez encore ce qu'on appelle l'autofécondation. Merci. Donc il faut que les parents soient différents pour qu'on puisse avoir des hybrides, n'est-ce pas, qui seront différents, n'est-ce pas, qui sont issus des parents différents. Merci. Voilà. Donc, après, homozygote, hétérozygote, je pense
que voilà les notions essentielles. Alors, on peut maintenant aussi énoncer d'autres notions telles que les notions de caractère d'allèle dominant ou allèle récessif. Et c'est bien de les annoncer d'abord parce que c'est mieux de les annoncer que d'attendre la pratique, parce que sinon on ne pourra pas alors faire la supposition de la nota, de faire la supposition des notations. Donc parlons d'abord de quoi? Allèle dominant. Un allèle dominant, alors c'est un allèle qui s'exprime le phénotype. Et là, il faut le comprendre ainsi. Par exemple, vous faites le croisement de deux parents. N'est-ce pas? Alors, vous étudiez, vous suivez un caractère. Par exemple, vous faites le croisement et maintenant vous avez le descendre. On peut prendre un exemple de caractère qui peut être la couleur. N'est-ce pas? On peut prendre le caractère, la couleur. Oui? On ne voit pas clairement. Ici? C'est pas l'eau, le mot, c'est ça. On ne voit pas clairement. Ici? Oui. Là, je reprends. L'allèle dominant, c'est l'allèle qui exprime le génotype. Alors, le phénotype. Donc, si vous croisez deux individus et vous suivez un caractère, un individu de couleur blanche et un individu de couleur rouge, l'allèle dominant, c'est cette allèle-là qui va se voir au niveau des descendants. Le descendant, si, par exemple, le caractère blanc domine le caractère rouge, donc au niveau des descendants, alors nous allons voir des individus de couleur blanche. Raison pour laquelle on dit que l'allèle dominant exprime le phénotype, n'est-ce pas, des descendants. Et maintenant, l'autre allèle qui est masqué, on l'appelle allèle. L'autre allèle qui est masqué est appelé allèle récessif. Et ici, l'allèle récessif, c'est quel allèle? Ça, l'allèle qui n'apparaît pas. Oui. C'est l'allèle rouge. Voilà, j'ai décidé dès le départ, j'ai dit qu'on a blanc et rouge. Au niveau des descendants, on voit blanc. Donc ce qui est masqué, c'est l'allèle rouge. Donc l'allèle rouge est récessif. Donc l'allèle récessif, c'est rouge. Donc voilà ce que c'est allèle récessif et allèle dominant. Et l'ensemble de ces notions, de ces définitions, doivent être intégrées car seront utilisées tout au long de la pratique pour voir maintenant pour déterminer les lois de l'homme. Maintenant, nous allons traiter un cas pratique. Oui. Donc on passe avant au grand. Voilà, donc pour traiter un cas pratique, nous allons voir d'abord en grande tour la transmission d'un seul caractère. Et qui peut me rappeler la notion de caractère? Caractère, c'est quoi? C'est un signe distinct
distinctive, une marque particulière. Et dans le grand 2, nous allons étudier donc un seul caractère. Et qui peut me donner un exemple de caractère? Exemple de caractère? La couleur. La couleur. Donc, quand on étudie un seul caractère, nous allons suivre uniquement, par exemple, la couleur. Et là, on parle de monohybridisme. Et quel type de monohybridisme nous allons voir en premier lieu? Nous allons voir le monohybridisme avec dominance. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'allèle dominant et allèle récessif. Donc, quand on traitera la dominance, alors nous allons suivre la logique de la définition qu'on a donnée tout à l'heure. C'est bon? Donc, on peut commencer à traiter un cas pratique, comme le suggère le programme, en étudiant ça au niveau des animaux. N'est-ce pas? On étudie ça d'abord au niveau des animaux. Et je vous propose pour l'étude de la transmission d'un seul caractère, de monohybridisme avec dominance, un exercice. Parce que tout à l'heure, toutes les notions qu'on aura besoin a été déjà évoquées. Et à partir de cet exercice, qui est un cas pratique, je pense qu'on pourra maintenant vérifier ou revisiter l'ensemble des notions qu'on a vues tout à l'heure et élucider du titre de la statistique de la transmission des caractères héréditaires pour voir maintenant à travers l'exercice des lois. Tout d'abord, donc, nous allons faire la lecture de l'exercice. Alors, dans cet exercice, ce qui est proposé, on dit quoi? On croise deux lignées pures. La notion de ligne pure a été définie. Les lignes pures sont quoi? Des souris blancs et des souris grises. Le croisement donne en F1 100% de souris grises. Et la F1, c'est bien, très bien. La F1, quand on parle de la F1, c'est la première la première génération issue du croisement des parents. Donc voilà la F1. Donc on nous dit dans l'énoncé qu'en F1 on obtient 100% de souris grises. Et on nous demande d'expliquer ce résultat. Pourquoi donc en F1 on a 100% de souris grises. Et pour répondre à cette question, nous disons expliquons le résultat. Pour expliquer ce résultat, il faut passer par une démonstration. Ici, on sait déjà ce qui est croisé. Donc, ceux qui sont croisés, ce sont les parents. N'est-ce pas? Les parents sont des souris blancs et des souris grises. Mais ce qui est très important, c'est le résultat et la nature des souris obtenues ici au départ. Au niveau des résultats, les souris sont grises. Les souris sont grises. Le caractère étudié ici, c'est la couleur. Alors, l'allèle, ici, on a deux allèles, allèle blanc et allèle gris. À partir de là, au niveau des descendants, on a des souris grises. Qu'est-ce que cela nous permet de
grande grille entre l'allèle grise et l'allèle blanc. Entre l'allèle gris et l'allèle blanc. Monsieur. Oui. Donc si on voit deux parents de ligne pure, l'un donc parmi les parents des souris blanches et des souris grises. Et on obtient donc en F1 des souris qui sont tous grises. On pourra simplement déduire que le caractère de l'allèle gris domine l'allèle blanc. Très bien. On voit que l'allèle gris domine l'allèle blanc au niveau des descendants, parce que je vous avais dit que alors l'allèle dominant exprime le phénotype. Ça a été dit. Donc ici, ce qui exprime le phénotype, alors c'est quoi? L'allèle. C'est ça qu'on doit savoir en premier lieu. Et maintenant, ce qui nous permet de faire la pratique. Et dans la pratique, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, en premier lieu, on parle de quoi? D'un premier croisement. Qu'est-ce qui sera croisé? C'est dit dans l'énoncé. Souris blanche, il sera croisé avec souris grise. Et ce croisement donne le croisement, je vais mettre la souris ici, donne un F1 100% de souris grise. Et là, dans ce cas, alors pour effectuer le croisement, on peut en premier lieu sortir ce qu'on appelle le génotype des parents à frères. Oui. C'est une souris blanche. La souris blanche, oui. Les souris, oui, souris grise. Très bien. Voilà. Donc en F1, on a des souris qui sont grises. Et à partir de là, donc, alors on peut proposer le génotype. Et ça, pour commencer à faire la notation des génotypes phénotypes, il faut donner la notation conventionnelle. C'est quoi la notation? La notation conventionnelle. Alors, l'allèle dominant, toujours la première lettre du caractère étudié, on peut prendre la première lettre. Bon, dans certains cas, dans d'autres cas, on peut changer. Je vais y revenir. Ici, quand on parle de l'allèle dominant, alors, pour indiquer ici, c'est l'allèle gris qui domine l'allèle blanc. L'allèle blanc. Oui. Voilà, donc là, pour la notation, on va prendre la première lettre de chaque allèle, blanc et gris. Donc ici, la première lettre, c'est G. Et blanc, c'est B. Donc pour l'allèle dominant, qui est quelle allèle? L'allèle G. Hein? L'allèle G. G. Donc on va noter ça en grand G, lettre majuscule. Très bien. Et pour l'allèle récessif, ce sera nommé. C'est le blanc, donc c'est le petit. C'est l'allèle récessif, on met Petit B. petit B. Très bien. Je vous ai dit tout à l'heure, cette notation on peut changer la notation en utilisant l'allèle récessif dans d'autres cas. En faisant quoi? Alors ici, l'allèle récessif, on peut garder la lettre B, mais l'allèle dominant, on met B plus. Pour préciser, n'est-ce pas? Il y a une majoration ici.
Donc ça c'est la notation qu'on vend chercher. Et à partir de là, on peut sortir ce qu'on appelle des génétiques. Oui? Non, je voulais moi je sais pas. Donc je disais qu'à partir de là maintenant, on peut donner le génotype des parents. Le génotype des parents. Voilà. Donc disons génotype. Le génotype. Alors, là aussi la notation, nous allons préciser les deux lettres. Nous allons utiliser la lettre qui sera notée doublement. On va mettre pour la souris. Ah, pour la souris grise. Pour la souris grise. On met G. Donc ça, c'est la notation de du génome. G sur G. G sur G avec deux traits. Et pour souris blanche. Donc, on mettra B sur petit b sur petit b. Petit b sur petit b. Là aussi, la notation peut changer. Parfois, on peut avoir G et en parenthèse. Ou bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, G à côté de G. Oui, G à côté de G. Et B à côté de B. Voilà. Pareillement aussi, B à côté de B. Ou bien on peut utiliser cette notation. Nous allons utiliser grand G sur grand G, petit b sur petit b. Et à partir du génotype, on peut à chaque fois préciser ce qu'on appelle le phénotype. Le phénotype. Et le phénotype aussi. Qui sera mis entre crochets. Une seule lettre qui sera utilisée au niveau du génotype, alors qui sera mise entre crochets. Parce que ici, on est dans le mono-hybridisme. C'est pourquoi je parle de la d'une seule lettre. Donc ici, on met le phénotype. Ici, c'est-à-dire le caractère apparent, c'est gris. Et ici, alors, au niveau de la souris, les souris blanches, on a. Et pour faire le croisement maintenant, proprement dit, on va sortir ce qu'on appelle les gamètes. Alors, dans ce cas, puisqu'on est dans le monohybridisme, quels sont les types de gamètes qui sont possibles? Vous avez vu l'individu, les parents ici sont des parents qui sont. Comment sont les parents? Ils sont homozygotes ou hétérozygotes? Ils sont homozygotes. Ils sont homozygotes. De race pure. Alors, pour les gamètes possibles pour chaque individu, quels sont les types de gamètes qui sont possibles? Parce que je l'ai dit dans la définition de laquelle, alors je reviens sur ça, parce que je l'ai énoncé dans la définition en disant, en expliquant à partir de ce génotype, alors, quel est le gamète possible? Quels sont les gamètes possibles? Vous avez dit que si donc, le parent est lié pur ou, je ne sais pas, homozygote, donc il produit un seul type de gamète. Oui. Donc ici, le gamète possible pour ce parent, souris gris, alors, ce sera un seul type de gamète, G. Si les deux G, vous les mettez côte à côte, bon, donc vous notez comme ça G. Ou bien, si vous avez cette notation, donc le plus souvent, vous avez ce trait qui est en bas de ce G. Oui, vous pouvez mettre en parenthèse ou non, bien. Entre parenthèses, pourquoi? Pour le gamète. Pour le gamète. Un seul G pour entre parenthèses, oui. Là aussi, c'est possible. Donc, on prend le G, une seule lettre, grand G, on fait ça. Et ici, le gamète possible, c'est B. C'est B. Alors, donc voilà, les gamètes sont formés. Alors, au cours de la fécondation, ce
on parle de quoi? De la rencontre et de la fusion des gamètes. Et ils vont déterminer maintenant le caractère de l'individu, des descendants. Donc ici, le croisement nous donne G. Maintenant, voilà ce que nous allons obtenir comme génotype. Et ça, c'est le génotype. Le génotype de descendant, génotype de F, de F1 encore, appelé les hybrides. Et connaissant le génotype, on peut déterminer le phénotype, vu tout ce qu'on a vu, dit aussi au niveau des phénotypes, génotypes et d'allèle dominant, allèle récessif. Ici, quel est le phénotype? Quel est le phénotype ici? Oui, Michel. Oui. Donc ici, on a donc grand G et petit b, et que grand G devient petit b. Donc le phénotype va être grand G. Le phénotype doit être grand G. Donc les souris. Vous avez vu ici que les souris qui seront issues de ce croisement seront tous des souris de couleur grise. Vous avez vu? Et à partir de là, alors, on peut énoncer ce que l'on appelle la première loi de Mendel. Au niveau des descendants, alors tous les descendants que vous avez ici sont identiques. Déjà, on a répondu à la question, à savoir, expliquons ce résultat. C'est-à-dire les 100% d'individus de le croisement ici, vous avez vu qu'on a le génotype GB et le phénotype G. Ce qui nous dit que donc, les souris sont toutes des souris grises. Raison pour laquelle donc, on a 100%, n'est-ce pas, en termes de pourcentage. Je vais déplacer le siphon là, je ne vois pas. Voilà. C'est la boîte de cœur. C'est bon? C'est bon, merci. Voilà. Donc 100% des descendants des individus issus de ce croisement sont tous des souris grises. Voilà ce qui explique le résultat qui a été donné au niveau de l'exercice. On nous a dit, alors en F1, ici c'est la première, donc je l'ai dit, en F1, alors on a 100% de souris grises. Donc c'est ça qu'il fallait démontrer. Et ces résultats alors, ont permis aussi d'énoncer ce qu'on appelle la première loi de Mendel, la loi d'uniformité des hybrides, n'est-ce pas, de la première génération. Tout à l'heure, je vous ai dit, F1, c'est la première génération, et ces individus sont des hybrides. Tous ces individus se ressemblent. Donc, alors, c'est la loi d'uniformité, n'est-ce pas, des individus de la F1. C'est la première loi de Mendel. Donc, tout à l'heure, on traitait la première question. Explique ce résultat. On a déjà expliqué le résultat, c'est-à-dire les 100% de souris grises. Comment on a parvenu à avoir 100% de souris grises. Et dans la résolution, on a pu énoncer la première loi de Mendel qui est l'uniformité des hybrides de la F1. La deuxième question, on nous demande quels seraient les résultats du croisement des deux souris de la F1. Alors, dans le résultat du premier croisement, on a obtenu les hybrides de la F1. On connaissait déjà leur génotype. Donc, nous allons rappeler d'abord le génotype de ces individus de la F1. Donc, les souris de la F1 sont des souris grises. Donc ici, nous allons croiser deux individus
de cette première génération qui sont des souris grises. Un mâle et une femelle. Donc, je disais donc, en premier lieu, nous allons toujours proposer le génome. Nous allons sortir d'abord le génome, le génotype. Le génotype de chaque individu, de chaque souris. Voilà. Alors, donc c'est un F1 qui sera croisé avec F1 mâle. F1 mâle. Donc ça aussi c'est une notation conventionnelle. Et F1 femelle. Le génotype de ces individus, c'est quoi? G sur B. Et ici, on aura G sur B. Grand G. Voilà, grand G, petit b, grand G, petit b, donc pour ce qui est des individus de la F. Et chaque individu va produire ce qu'on appelle des gamètes. Des gamètes. Donc, les gamètes. Alors, quels sont les gamètes possibles? Quels sont les gamètes qu'on peut produire ces individus qui sont là? Voilà. On aura G, B. Donc, on aura deux types de gamètes. On aura deux types de gamètes. G et B. Donc, pour le mâle aussi. Et pour la femelle, G et petit b. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici lors de la formation des gamètes? Par rapport aux allèles qui constituent le phénotype ici. Oui. Les allèles se séparent. On a une séparation des allèles. Et là aussi, dans les études de Mendel, lorsqu'il a remarqué que, alors, à la fin de ses travaux, il a obtenu d'autres résultats en croisant les F1, alors il a remarqué que, alors, ces gamètes, ces allèles-là, se sont séparés lors de la formation des gamètes avec le croisement des hybrides de la première génération. Et à partir de là, il a énoncé sa deuxième loi, qui est la loi de la pureté des gamètes, ou bien la loi de disjonction, n'est-ce pas, des couples d'allèles. Donc, deuxième loi de Mendel, qui est la loi de la pureté des gamètes. Et vous remarquez que les couples d'allèles se disjoignent, n'est-ce pas, lors de la formation des gamètes. Donc, première loi de Mendel, loi de l'uniformité des individus de la F. Et deuxième loi de Mendel, qui est la pureté des gamètes. Je pense qu'on peut rappeler les lois de Mendel avant de continuer. Première loi de Mendel. Tu vas nous rappeler la première loi de Mendel? Oui. Donc, la première loi de Mendel. Le croisement de deux parents lignés purs différents par un ou plusieurs caractères à la F1, tous les individus sont identiques ou uniformes. C'est la loi de l'uniformité des individus de la première génération. Donc, première loi de Mendel. Loi d'uniformité. Loi d'uniformité de quoi? Des hybrides. Des hybrides. La première génération. De la première génération. Et ici, alors, avec la séparation des couples d'allèles, nous pouvons aussi énoncer la deuxième loi de Mendel, qui est la loi de pureté des gamètes. C'est-à-dire, vous pouvez expliquer un peu la pureté des gamètes? La pureté des gamètes. Alors, on avait parlé de quoi? Les gamètes
sont des gamètes qui sont des gamètes. La pureté des gamètes, ce sont des gamètes qui sont issus, alors, qui sont produits par des hybrides, qui sont issus de quoi? De lignées pures. Mais autrement dit, si vous voulez, donc la pureté des gamètes, on peut le qualifier comme étant, donc, lors de la formation des gamètes des hybrides, les allèles donc, de même caractère se séparent. Cela veut dire que chaque gamète portera un seul exemplaire pour un couple d'allèles. Dans ce cas, on dira qu'il est pur. Pour différencier de l'hybride. L'hybride, par exemple, a deux caractères différents, comme grand G et grand B. Lors de la formation donc, des gamètes de l'hybride, on aura des gamètes de type G et des gamètes de type B. Mais jamais les deux caractères à la fois dans un gamète. N'est-ce pas, monsieur? Merci. Oui, oui. Donc c'est ça, parce qu'il y a ce qu'on appelle la disjonction, la séparation des allèles. Et au niveau de chaque gamète, vous aurez, n'est-ce pas, un type d'allèle. Donc l'allèle est pur. C'est bon. Donc après les deux lois de Mendel, alors on peut maintenant continuer ce qu'on appelle le croisement, parce qu'on a déjà les gamètes. Et dans ce cas, puisqu'on a plusieurs types de gamètes, au lieu de faire le croisement direct, on peut croiser avec un échiquier. On peut faire l'échiquier de croisement. C'est bon? Et là, je vais vous montrer comment établir un échiquier de croisement. Oui, c'est facile. C'est bon maintenant? Oui. Un échiquier de croisement, c'est un tableau à double entrée. C'est ça. Alors, je vais mettre le tableau. Ça s'appelle l'échiquier de croisement. Voilà. Et là, les cellules que vous allez réaliser aussi, ça dépend du nombre de types de gamètes. Donc, c'est un échiquier de croisement. Échiquier de croisement. Et là, vous allez mettre les gamètes. Bon, on va mettre gamètes. Voilà, gamète mâle, gamète de l'individu. Puisqu'on croise les individus de la F1, on met F1, maintenant gamète mâle. Et F1 toujours, gamète femelle. Voilà. Les types de gamètes, ici. Grand G, Petit B. Grand G, petit B. Petit B. Et ici aussi, on met grand G, petit B. Et pour le croisement, donc, il y aura alors rencontre de ces deux gamètes et qui va nous donner Grand G sur grand G. sur grand G. Voilà. Grand G sur grand G. Faut bien passer. Voilà. Grand G sur grand
Grand G. Bon, à chaque fois aussi, on peut préciser, ici, cet individu, ce qu'on a ici, après le croisement de ces deux-là, ce qu'on a ici, c'est le génotype. Mais cet individu, on peut préciser en même temps son phénotype. Donc l'individu est de phénotype grand G, donc une souris grise. Et là aussi, pour la suite, on va croiser une souris. Il y aura la rencontre de gamètes grises, n'est-ce pas? Grand G, gamète petit b qui est blanche. Donc on aura grand G, petit b. Donc c'est ça le phénotype, le génotype et le phénotype. Ici, on va rappeler de quoi? Allèle dominant, allèle récessif. Donc celui qui va déterminer le génotype ici, c'est l'allèle dominant qui est grand G. Et là aussi, donc, on va croiser toujours un B, un petit b, et un grand G. Donc on aura grand G sur petit b qu'on a déjà rencontré et qui nous donne un grand G de phénotype. Et ici, c'est un petit b qui sera croisé avec un petit b, alors on aura B sur B, le phénotype petit b, donc alors qui est homozygose récessif. Donc voilà ce que nous donne, n'est-ce pas, le croisement de deux individus de la F1 et ces résultats, on peut les mettre sous forme de pourcentage. Et raison pour laquelle, si on parle de loi statistique de la transmission des caractères héréditaires, alors on peut exprimer ces résultats en termes de pourcentage. En termes de pourcentage, donc on a les phénotypes. Oui. Alors, les individus de phénotype gris, nous avons combien d'individus de phénotype? Monsieur, oui. On a les 3 carrés sur 4 sont gris. Vous dites les 3 carrés sur 4. Hein? Les 3 carrés sur 4. C'est-à-dire les 3 quarts des individus issus du croisement sont gris. Voilà. Et là, je vais les indiquer ici. Donc cet individu est un individu qui est gris, un individu ici, un autre individu gris, ça nous fait 2, et un autre individu qui est gris, donc ça nous fait 3 individus. Alors, parmi les 4 individus qu'on a ici. Raison pour laquelle, alors, on met 3 sur 4 sur 4, 2 souris grises. Et là, et là, on a. Attendez, monsieur. Voilà. Vous pouvez venir là-bas à la ligne à côté de 3 sur 4. Voilà. Venez là-bas 1. Voilà. Et ici, on a un quart. Là, un individu est blanc. Donc, un quart de souris. Tout à l'heure, j'ai dit un individu, mais c'est un quart. Hein? Disons un quart. Donc, un quart de souris blanches. Donc, ça, c'est les résultats qui sont donnés sous forme de fraction. Et là, en termes de pourcentage, qu'est-ce qu'on aura? Alors, multiplié par 3 divisé par 4, divisé par 100, ça nous donne 75%. Donc, on aura 75% hein, de souris grises. Donc, voilà, disons le phénotype grand G. Et ici, en termes de pourcentage, on aura 25%. Alors, le phénotype
ce qu'on a pour la deuxième question, le résultat que l'on obtient quand on effectue le croisement des individus de la F1. Donc voilà ce qu'on aura comme résultat, qui peut être, on peut exprimer ce résultat sous forme de fraction ou bien en termes de pourcentage. Et dans d'autres exercices, oui, maintenant, je pense que là c'est S1 croisé à F1. Oui. Donc S1 croisé à F1, ça veut dire les individus, comment on les appelle? Donc, les individus obtenus, ce sont les individus de la F2. Donc, ce sont les individus ces individus qui sont issus de ce croisement sont les individus de la F2. Ce qu'on a ici, 75% et les 25% de ces souris, alors on les appelle, donc ce sont les individus de la F2. Donc, les individus issus de ce croisement, issus du croisement F1, donc donne F2 qui veut dire deuxième génération. Les individus de la deuxième génération. Ici. Oui, je pense que vous c'est ici. S, ici, US. À la fin. US, oui. Les individus issus, ils sont ici. Voilà, ils sont issus. Deuxième génération. Merci, monsieur. Voilà. C'est bon? On passe maintenant à la troisième question. Donc la troisième question. À la troisième question, on nous dit, on nous trouve dans la salle d'élevage une souris grise. Comment peut-on savoir s'il appartient à une lignée pure ou s'il est hybride? Lignée pure ou hybride? Donc, troisième question, disons que la souris qui est dans la salle est de ligne pure ou bien est hybride. La souris grise. Donc, la souris grise qui est dans la salle qui est dans la salle et hybride ou lignée pure. Voilà, et hybride ou de lignée pure. Oui, cette souris, monsieur, pour savoir si c'est de lignée pure ou hybride, on peut l'isoler et le croiser avec une souris de couleur blanche. Maintenant, si la souris est de lignée pure, on aura le même résultat que le croisement effectué tout à l'heure. Maintenant, s'il donne une génération qui est différente de celle de la première génération, on a croisé les souris de lignée pure, on dira que la souris est hybride. Donc ça, se passe bien. Ça, c'était pour vérifier quoi d'abord? Si la souris est de lignée pure, et s'il est hybride. Vous avez dit que nous allons croiser la souris avec un individu. Il va supposer deux cas. Voilà, une souris. Je comprends.
Mon camarade donc, a souligné que donc, on aura deux cas possibles. Donc il va prendre une souris grise, c'est-à-dire la souris qui est dans la salle, croiser cette souris-là avec une souris blanche. Et on va essayer de voir les résultats. Alors, pourquoi vous prenez une souris blanche? Parce que la souris blanche, oui. Cette souris blanche-là, on est sûr de son génétique. On est sûr de son génétique. On est sûr de son génétique. Très bien. Donc, on est sûr de son génétique. C'est une souris qui est récessive. Et homozygote encore. Et voilà. Homozygote récessive. Voilà, c'est ça. Donc, raison pour laquelle, pour vérifier le génétique de la souris qui est dans la salle, on va croiser la souris avec alors une souris qui est de couleur blanche. Et là, comme il l'a dit tout à l'heure, on peut avoir deux possibilités. Car la souris, pourquoi on a deux possibilités? La souris, je répète, que la souris qui est dans la salle, c'est une souris grise. Génétique possible pour la souris, ça peut être quoi? Oui. Grand G sur grand G. Ça peut être grand G sur grand G. Ça, c'est une possibilité. Ou bien grand G sur petit b. Grand G sur petit b. Je précise que pour certains puissent comprendre pourquoi. Alors, on suppose comme génotype grand G sur grand G. Parce que grand G sur grand G nous donne le phénotype grand G. Ici, grand G sur petit b nous donne le phénotype grand G. Raison pour laquelle, alors on dit qu'il y a deux possibilités. Et maintenant, alors on peut faire le croisement et les résultats obtenus, nous allons les expliquer pour vous dire, alors si vous avez tel résultat, la souris a tel génotype. En fonction des résultats obtenus, maintenant on peut déterminer le génotype de la souris qui est dans la salle. Et là, dans ce cas aussi, je pense qu'on peut faire la même chose avec un échiquier de croisement. Bien? Oui, monsieur, ce croisement a-t-il un nom? Comment ça s'appelle? Comment vous l'appelez? Voilà. Donc ce croisement, alors là, je n'ai pas encore fait le croisement, mais j'ai sorti tout simplement le génotype de la souris qui est dans la salle, qui sera croisée avec une souris blanche. Et la souris blanche est une souris de génotype connue, on a dit tout à l'heure, un de vos camarades. Voilà. Et deux phénotypes B, qui est laissé génotype B. Le génotype B et de phénotype petit b. Voilà. Donc, alors, si nous croisons la souris grise avec la souris blanche, c'est-à-dire croiser une souris qui est la souris qui est dans la salle, si nous croisons cette souris avec une souris qui est récessive, n'est-ce pas? Alors là, ce croisement, on l'appelle le test cross. Ce croisement est appelé test cross. Ça nous permet de vérifier le génotype, n'est-ce pas, d'un individu. Alors, qui est le génotype d'un individu. Voilà, le génotype d'un individu. Phénotype connu. Voilà, le phénotype connu. Puisque le phénotype, c'est une souris grise, n'est-ce pas, qui peut avoir deux types de phénotypes. Là, dans ce cas, c'est une souris de deux génotypes. Alors, de phénotype grise, là, nous allons faire deux croisements. Donc, pour le premier croisement, alors, nous allons croiser une souris grise. La souris
grise qui sera croisée avec une souris. Une souris blanche. Une souris blanche. Et pour le premier croisement, on peut supposer que le génotype de la souris qui est dans la salle est une souris qui est homozygote, n'est-ce pas? Et donc, disons pour le premier croisement, pour la souris ici, disons génotype. Alors, une souris de génotype GG qui sera croisée avec une souris qui est une souris blanche de génotype BB. Et là, on peut sortir les gamètes. Alors, puisque ce sont tous des individus qui sont homozygotes, chacun va donner un seul type de gamète. Donc, ici, on aura gamète grand G, là aussi, on aura comme gamète petit b. Grand G croisé avec. Il faut mettre le croix entre les gamètes. Voilà, croisé. Alors, là, dans ce cas, grand G sur petit b. Et ces individus sont des individus de phénotype phénotype grand G domine. Grand G, voilà, parce qu'on avait déjà parlé de grand G domine petit b. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'on aura? On peut dire que on a 100% de souris grises. De souris de phénotype grise. Voilà, on a 100% de souris, 100% de souris grises. Une souris grise, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça c'est une possibilité. Si, et là, on peut apporter des explications en disant quoi? Si la souris est une souris qui est homozygote, alors croisée avec un individu qui est récessif, alors nous donne 100%, n'est-ce pas, de souris grise, ou bien de phénotype, gris. Donc, si vous avez ces résultats, dans certains exercices, on peut vous donner directement les résultats. C'est à vous maintenant d'essayer d'interpréter ces résultats. Vous voyez? Donc, ça c'est le premier croisement. Puisqu'on avait dit que la souris qui est dans la salle peut être de phénotype de génotype GG ou bien de génotype GB. Alors maintenant nous allons voir avec le génotype GB ce que ça va donner. Et là on est dans deuxième croisement. Deuxième croisement. Qu'est-ce qui sera croisé? Un individu, les génotypes de la souris grise, on aura GB, voilà, parce que c'est hybride, qui sera croisé avec un individu petit b sur petit b. Voilà, le génotype petit b sur petit b, toujours, n'est-ce pas? Et là, on peut sortir entre les deux unités. Voilà. Gamète. Ici, gamète possible, on peut avoir comme gamète grand G, petit b. Ici, c'est un individu qui est homozygote, donc gamète possible, un seul type de gamète petit. Voilà. Et là, dans ce cas, alors, on peut même dresser un échiquier de croisement aussi. Ou bien, on peut, n'est-ce pas, utiliser les flèches pour faire le croisement. L'individu hybride peut produire, voilà, ici, pour chaque cas, donc, on peut produire deux types de gamètes. Et la proportion, ça fait
50-50, n'est-ce pas? Parce que là, c'est la deuxième loi de Mendel, n'est-ce pas? Et maintenant, pour le croisement, je disais tout à l'heure, on peut reprendre on peut faire un échiquier comme on peut croiser en utilisant les flèches. Donc, ce gamète croisé avec B, là dans ce cas, ça va nous donner alors G. Un individu de génotype G petit b. Alors, maintenant, le petit b qui sera croisé avec le petit b, alors on aura un individu petit b sur petit b. Très bien. Et je vais préciser les pourcentages et nous allons comparer ces deux croisements pour voir. Ici, le phénotype, c'est quoi? Un phénotype Grand G. Grand G. Et là, le phénotype Petit B. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de pourcentage? Ici, on a 50% de phénotype Grand G. Grand G. Gris. Voilà, 50% d'individus gris. Voilà. Là aussi, on a aussi 50% d'individus blancs. N'est-ce pas? Ce sont des souris. Donc voilà les deux possibilités qu'on aura. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette dernière question? La souris qui est dans la salle, alors si le croisement de cette souris avec un individu qui est récessif, alors nous donne 50%, 50% de souris grises et 50% de souris blanches, on conclut que la souris qui est dans la salle est hybride. Maintenant, si le résultat du croisement de la souris qui est dans la salle avec un individu qui est de phénotype blanc récessif, n'est-ce pas, homozygote, nous donne 100% de souris grises. Là, dans ce cas, on conclut que la souris était dans la salle. La souris qui était dans la salle est de lignée pure et de génotype G. Donc, voilà ce qu'il fallait comprendre dans cet exercice et qui nous permet aussi d'utiliser, de répondre, d'énoncer les lois de Mendel et de comprendre un peu ce que c'est les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires.